Bonjour, ma belle Caroline Codzy. Bienvenue au balado Affaires et spiritualité, un duo payant. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'accueillir, Mylène. C'est une joie d'être ici. Caroline, tu es en direct du bureau du Club Saint-James, c'est bien ça? Oui, du directeur général du Club Saint-James qui a eu la gentillesse de me céder son bureau le temps de ce podcast. Caroline, tu es une femme d'affaires reconnue à l'international. On te voit souvent dans les réseaux sociaux aux côtés justement de célébrités. Tu as fondé la gouvernance au féminin en 2010, si je me rappelle bien. Oui, Tu vises à soutenir l'ascension des femmes dans des postes décisionnels et dans les comités d'administration et tu vises à promouvoir aussi la parité. Tu as été aussi nommée parmi les top 100 femmes les plus influentes au Canada. Rien de moins. Et également, lorsque je parlais aussi à tes collègues, tout le monde me disait, on ne sait pas comment elle fait. Caroline, elle a tellement d'énergie, elle est toujours dans ses valises entre le Japon, l'Italie, etc. Est-ce que tu as l'impression que tu as eu deux vies? écoute, je te dirais que j'ai un rythme que peu de gens peuvent suivre, ça je m'en rends compte. Et ce qui est particulier, c'est que ça ne ralentit pas vraiment avec l'âge. En fait, même que je dors moins que quand j'étais plus jeune, alors j'ai encore plus de temps et j'ai tout autant d'énergie, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire tellement de choses. J'aimerais qu'il y ait tellement plus d'heures dans une journée pour que je puisse accomplir. Il y a d'une part des idées qui m'habitent sans arrêt, d'autre part des projets d'innovation, des choses que j'aimerais créer, rajouter pour avoir un impact. Hein. Ça nous ramène toujours à ça. Tout ce que je fais, c'est pour faire une différence. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'habite. Toi, tu es née à Beyrouth. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que justement, où tu es rendue, j'imagine que c'est ton parcours qui a dessiné ta destinée. Oui, puis bon, c'est un peu plus difficile en ce moment de parler de ça sans avoir vraiment beaucoup d'émotions. Parce que le pays est de nouveau aux prises avec une guerre extrêmement meurtrière. Donc, très, très dur de témoigner de ça à distance. Presque plus dur que d'être là-bas et de le vivre. Donc oui, j'avais 7 ans quand la guerre a commencé. Une des très nombreuses guerres, hein, on dit la guerre, mais là, je parle de la guerre civile qui a duré 15 ans, de 1975 à 1990, et qui nous a amenés sur les chemins de l'exil. Pendant cette période-là, ma famille et moi, nous avons fait beaucoup de déménagements d'un pays à l'autre, mais on est revenu chaque fois au Liban pensant que la guerre était finie, avec notre optimisme légendaire, pensant que nous allions pouvoir recommencer à vivre en paix chez nous. Mais finalement, moi, à l'âge de 17 ans, j'ai vraiment pris la décision finale de quitter le Liban et d'aller m'installer à Paris toute seule. Mes parents sont restés à Beyrouth, donc je suis partie sans parents, sans argent, mais avec la tête pleine de rêves, le cœur plein d'ambition. Et j'ai réussi à bâtir ma place contre vents et marées, parce que c'est pas évident, hein. À Paris, n'importe qui a essayé de se trouver un appartement un jour à Paris sait que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et si en plus t'as pas de fiche de paye, t'as pas de job, t'as personne pour se Endosser. cautionner, Mhm, mhm. c'est très compliqué. Alors, une fois que tu as réussi ça, Mylène, je te dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui t'arrête par la suite. Lors d'une conférence que tu as donnée sur le syndrome d'imposteur à laquelle j'ai vraiment beaucoup apprécié assister, tu parlais justement qu'à un moment donné, tu t'es retrouvée dans des sièges vraiment de direction, puis tu t'es dit, où sont les copines? Tu te retrouvais seule au sommet pour représenter les femmes. Oui, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surprise, parce que quand je suis arrivée au Canada, la deuxième fois, parce que j'ai passé 4 ans au Canada pendant mon enfance avec la famille de 11 à 15 ans, puis je suis revenue vers 22-23 ans. Et quand je suis revenue donc à l'âge adulte, avec vraiment l'intention de progresser dans ma carrière, convaincue qu'au Canada, eh bien, c'est une terre de non seulement de paix, de liberté, mais aussi d'égalité, et que les femmes ont les mêmes chances que les hommes et qu'elles atteignent les mêmes sommets dans toutes les industries. En fait, force est d'admettre que je me suis vite rendu compte que c'était pas tout à fait le cas, et qu'on avait, à ce jour, hein, on est encore dans les 7-8% de femmes PDG dans les 500 plus grosses entreprises au Canada. Donc, on est très, très loin de la coupe aux lèvres. Mais donc,
quand je suis rentrée dans le monde corporatif, j'avais vraiment l'intention de progresser parce que je n'avais pas ces biais inconscients, je n'avais pas cette impression que les filles et les garçons sont pas tous pareils parce que je pensais que oui, là où moi j'ai grandi, c'est le cas, mais je pensais j'arrive quelque part où c'est pas le cas, donc je me suis comme libérée un petit peu de tout ce qui aurait pu me retenir et j'ai progressé très rapidement pour me retrouver effectivement à un moment donné vice-présidente exécutive d'une des plus grosses firmes d'expertise médicale au Canada et réaliser que des femmes qui avaient gradué en même temps que moi, qui étaient pourtant nées ici, qui avaient grandi ici, qui avaient un réseau ici, n'avaient pas eu cette capacité à faire progresser leur carrière. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née la gouvernance au féminin. Je me suis dit, je pense que j'ai un peu de partage à faire avec ces femmes-là. On va s'encourager entre nous et puis on va s'assurer aussi que les femmes pénètrent toutes les sphères, incluant celles qui sont hautement dominées par les hommes. Et Caroline, on veut avoir ta recette du succès en affaires. Il y a plusieurs personnes qui dirigent des organismes à but non lucratif. Et tu fais partie de ces personnes-là, mais tu réussis à créer énormément, même je dirais, de valeur dans l'organisation. Fait que tu as vraiment un sens des affaires. À quoi est-ce que tu attribues ton succès? Ben écoute, moi, je suis d'abord et avant tout une femme d'affaires. J'ai géré des entreprises de dizaines de millions de dollars. Donc, j'ai appris à accroître les revenus, j'ai appris à diminuer les dépenses, j'ai appris à vraiment m'assurer d'avoir une certaine profitabilité, réinvestir les profits pour continuer la croissance, pour être diversifié, etc. Donc, j'ai vraiment appliqué cette recette que j'avais apprise non seulement sur les bancs de HEC et de McGill, mais aussi de toutes ces entreprises dans lesquelles j'avais travaillé. Donc, j'ai pris toute cette expérience-là et je l'ai mise au service de la gouvernance au féminin avec exactement la même approche. Et je pense que c'est probablement une des principales recettes du succès et aussi le réseau. Le réseau, le fait que j'étais moi-même une exécutive d'une entreprise d'envergure. C'était facile pour moi de contacter d'autres exécutifs à l'époque où c'était un petit peu plus comme mon projet bénévole. Je commençais à faire ça, d'aller chercher des conférenciers, d'aller chercher des mentors, des mentorés, de monter des programmes pour vraiment que les femmes puissent avoir au bout de leurs doigts tout ce qu'il leur faut pour atteindre le succès. Donc, je pense sincèrement que c'est cette approche-là qui m'a aidée. Et puis, forcément, écoute, je peux pas te parler de mon parcours sans parler de surmonter ses peurs, sortir de sa zone de confort, de faire preuve de courage et de résilience et de beaucoup d'audace. Beaucoup d'audace. Même, il y en a qui appellent ça du culot. Oui, effectivement, tu as un courage et tu n'as pas peur non plus de dire les vraies choses. Absolument. Donc, est-ce que toi, tu as senti le Boys Club dans les organisations ou ça ne te concernait pas du tout? Ah bah oui, bien sûr. Dans une firme d'expertise médicale, je ne sais pas si tu peux imaginer, c'est toutes les personnes de sexe féminin sont au centre d'appel, sont les infirmières, sont le personnel de soutien. Et puis, la haute direction, c'était que des hommes. Donc, je faisais partie de très, très rares femmes dans ce milieu-là. Et puis, de toutes les manières, juste d'être dans le milieu des affaires, partout où tu vas, tu te retrouves dans des milieux où les décideurs, ce sont les hommes. Donc, j'ai été confrontée à ça beaucoup, toujours. Moi, j'ai tourné ça à mon avantage, tout simplement en faisant des alliés, en les sensibilisant à l'avantage que eux avaient en tant qu'hommes leaders d'avoir plus de diversité autour de la table, jusqu'à quel point ça allait apporter plus de créativité, plus d'innovation, un meilleur engagement des employés, hommes et femmes, et que forcément, ça allait avoir un impact positif sur leur performance financière. Et ça, quand on parle de retour sur investissement, on a toujours une écoute attentive, et évidemment, après ça, le côté plus éthique, le côté de faire la bonne chose, pour la société, pour les femmes, etc., ça va toujours toucher les gens également. Mais je dirais qu'une des approches que j'ai vraiment prônées, c'était celle du financière, bassement pécuniaire, pour que ces chefs d'entreprise réalisent que atteindre ces objectifs avec la diversité, eh bien, c'est tout simplement accélérer la croissance de son entreprise. Et puis, mis à part à l'aspect financier, comment est-ce que tu fais face aux résistances? Bah, écoute, je te dirais qu'on vit une période de recul assez inquiétant.
Alors, si tu m'avais posé cette question il y a 5 ans ou 3 ans, j'aurais été plus optimiste qu'aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Parce que depuis maintenant 16 ans que la gouvernance au féminin existe, ça a été une croissance continue. Depuis 18 mois, depuis Trump, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est vraiment Trump et cette montée du masculinisme, cette attaque contre la diversité, l'équité et l'inclusion, le fait qu'aux États-Unis, le simple fait de mettre le mot femme, women sur un site web peut créer vraiment des problèmes à des entreprises. Donc, ils effacent tout, ils parlent plus de programmes qui sont dédiés aux femmes, ils parlent plus de mentorat pour les femmes ou de talent féminin. Tout ça est effacé. Forcément, ça nous fait reculer. Forcément, on voit des femmes qui se disent bon bah la marche est trop haute, je fais pas partie du boys club, il y a pas de place pour moi. Parce que nous, à la gouvernance au féminin, avec la certification parité, notre objectif c'est que les entreprises comprennent mieux où elles se situent sur le spectre de la parité. Et on leur fait des recommandations, on leur donne du benchmarking, des meilleures pratiques, on leur explique ce qu'elles doivent faire pour continuer à progresser. Et entre autres, c'est communiquer sur le fait qu'ils veulent ou qu'elles veulent que cette entreprise-là désire attirer et retenir plus de femmes. Mais maintenant, si tout ça est effacé, disons que forcément, il y aura moins l'écoute des femmes pour se joindre à ces organisations-là. Donc, c'est plus compliqué que jamais. Je n'aurais jamais cru dire ça, parce que quand j'ai commencé en 2010, je me disais que bon, on s'approche de la parité, on avance, on progresse, ça va aller. Eh bien, on a avancé à très petits pas, mais on a avancé. Là, on recule. On recule. Oui. Là, je peux le dire vraiment, on recule. Oui, selon toi, qui est experte, quel serait le plus petit pas à faire ou quelle serait la meilleure solution pour reprendre cette belle vague? Je pense que ici, au Québec et au Canada, ce qui est essentiel, c'est que nous gardions nos valeurs canadiennes d'équité, d'inclusion, de justice, et ne pas se laisser enfiroiper par nos voisins du Sud. Nous sommes qui nous sommes et nous devons rester droits et fidèles à notre histoire. Cette terre a été bâtie par des immigrants, les États-Unis aussi, mais évidemment, il y a encore un clivage entre les Américains et les nouveaux Américains et les natifs. Il y a vraiment ce sens du nous et eux qu'au Canada, je pense qu'on n'a pas. Je pense qu'au Canada, même si effectivement, comme dans toutes les sociétés occidentales, il y a encore malheureusement un peu de racisme, un peu de sexisme, ça existe, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis. Donc, il faut vraiment qu'on continue à être les gardiens et les gardiennes de ces valeurs. Et non seulement ça, je crois qu'on devrait presque aller à l'autre extrême, c'est-à-dire doubler d'efforts. Être encore plus vocaux, encore plus clairs sur l'intention d'avoir des personnes issues de la diversité, d'avoir des femmes qui peuvent accéder à des postes décisionnels. Mm-hmm. Tu parles de valeurs, Caroline. En quoi est-ce que la spiritualité joue un rôle important dans ta vie? Écoute, énorme. Moi, je suis d'abord quelqu'un de très croyant. Je suis chrétienne, catholique. Je vais pas souvent à l'église. J'avoue que je suis quelqu'un qui croit en j'ai la foi. Et je pense que le curé de Saint-Léon de Westmount, où j'ai baptisé mes enfants et première communion, etc., n'aimerait pas que je dise ça. Mais moi, j'estime que c'est pas nécessaire d'être dans un lieu en particulier pour prier, pour avoir les bonnes pensées, et en fait, pour moi, le plus important, c'est la morale. C'est de faire la bonne chose. C'est d'être toujours, peu importe qui regarde ou si personne ne regarde, mais la personne qui fait la bonne chose, la personne bienveillante, la personne généreuse. Parce que, on le sait, ça revient au centuple. Et moi, je le vois, les personnes qui sont avares, et je ne parle pas juste d'argent, mais égoïstes, avares, qui veulent tout garder pour elles, que ce soit leur réseau, que ce soit leurs opportunités, mais ces personnes-là ne réussissent pas. Les personnes qui réussissent le mieux, ce sont les personnes qui pensent aux autres. Et moi, je suis quelqu'un qui a cette habileté naturelle, quand je vois quelque chose, de me dire « Ah, ça, je pense que Mylène, elle aimerait savoir qu'il existe telle chose. » Je partage, je ne suis pas tout le temps en mode demande, je suis en mode donner.
Et en fait, j'ai jamais calculé ça, j'ai jamais réfléchi à ça. C'est avec l'âge que je me suis rendu compte que, bah oui, d'avoir été généreuse toute ma vie, ça m'a tellement servi parce que je peux pas te dire, Mylène, combien de fois j'ai eu des gens qui me semblaient envoyer des cieux pour m'aider, pour me sortir d'une situation, pour me propulser, pour accélérer mon parcours. Et j'ai toujours tout pris avec beaucoup de gratitude. Et ça aussi, c'est un autre élément que j'estime extrêmement important. C'est-à-dire que je suis pleinement consciente de la vie que je vis aujourd'hui et de la vie que j'ai vécue, des difficultés que j'ai eues. Quand on parle de quelqu'un qui s'est bâti de toutes pièces, je pense que je suis un exemple assez criant de quelqu'un qui avait rien, et qui a réussi à bâtir beaucoup. Et ça, ce sont des valeurs que j'ai également transmises à mes enfants. Et c'est extrêmement important parce que mes 2 enfants sont des entrepreneurs à gros succès tous les 2. Et c'est extraordinaire de voir jusqu'à quel point, pour l'un comme pour l'autre, les valeurs de cœur sont fondamentales. Et je pense que c'est aussi une clé de leur succès. C'est très bien dit, Caroline. Je vois que l'utilisation du pouvoir informel est très, très fort chez toi. Tantôt, tu parlais de toute ton expérience que ça t'a amené, ta drive aussi, ton courage, mais il y a toute cette capacité à aller tisser des liens pour aller chercher ce dont tu as besoin sans demander. Tu parlais aussi d'ailleurs la dernière fois que j'avais assisté à ta conférence, à quel point tu utilises aussi des mentors, que tu vas aider beaucoup de gens. T'es pas du genre à comptabiliser, là, comme tu le disais. Absolument. Là. Donc, absolument. Et puis, je n'aide pas des gens en espérant qu'ils vont m'aider en retour. Jamais. J'aide des gens parce que je le peux. Si j'ai la capacité d'aider, je vais le faire. Je ne vais jamais dire que non, mais je suis fatiguée ou j'ai pas envie, ou encore qu'est-ce que ça va me donner. Mais ça va me donner d'avoir aidé quelqu'un. Ça va me donner. Et puis après ça, je ne sais pas par quel miracle, il m'arrive telle chose extraordinaire. Je suis quelqu'un d'extrêmement positif et optimiste, malgré toutes les difficultés que j'ai pu vivre dans mon enfance. Et je t'avoue qu'en ce moment, je vis des difficultés, tout simplement de voir. C'est comme un trauma qui remonte à la surface. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui a vécu la guerre qui peut, à l'âge adulte, voir son pays encore détruit et ne pas se sentir complètement bouleversé. C'est quelque chose qui nous suit toute la vie. Oui, puis en même temps, c'est ce qui t'apporte aussi une très grande force de résilience, j'imagine, qu'on ne peut pas contrôler l'incontrôlable, mais dans la mesure où toi, tu sèmes vraiment des graines et essayer de faire le bien alentour de toi, bien, en ce moment-là, tu fais aussi ce geste-là envers la société, peu importe si c'est pas relié nécessairement à Beyrouth ou à d'autres pays qui peuvent avoir des problèmes. Tu sais, tu fais ton bout de chemin. Je sais que tu as tellement des gens. Caroline, comment est-ce que nous, on peut t'aider? Je sais que tu as une certification sur la parité que tu implantes aussi dans les organisations. Comment est-ce qu'on pourrait t'aider? Écoute, n'importe qui travaille pour une entreprise qui a plus de 100 employés, ça c'est le minimum, peuvent encourager leur employeur à faire la certification parité. Donc ça, c'est merveilleux pour nous. Le plus d'entreprises, on a à peu près 150 entreprises qui ont fait la certification à ce jour, ce qui représente plus d'1 million d'employés au Canada et aux États-Unis. Donc c'est vraiment énorme. Par contre, on est en train de perdre malheureusement nos clients aux États-Unis. Alors il faut vraiment qu'au Canada, on compense en allant chercher plus de clients. Sinon, en ce qui concerne les personnes individuellement, eh bien, on va relancer notre programme de mentorat, relancer notre membership, parce qu'on a été très B2B dans les dernières années, c'est-à-dire de vraiment offrir le service aux entreprises, parce que on est parti du principe que quand une entreprise d'envergure qui a des dizaines de milliers d'employés fait la certification parité, notre impact, il est d'un coup sur une dizaine de milliers d'employés parce que la culture devient plus inclusive, les politiques sont plus alignées avec l'égalité des genres et vraiment l'égalité des chances pour que chaque femme puisse progresser au même rythme que les hommes. Donc, ça a été vraiment notre focus, les entreprises et les galas pour célébrer ces entreprises-là. Maintenant, on souhaite également se refocaliser parce qu'on a depuis toujours donné des formations aux femmes, des formations en gouvernance, des formations sur différents thèmes, mais on relance après avoir formé plus de
c'est au moins 300 ou 350 mentorés, relancer notre programme de mentorat. Et ce qui est très intéressant dans notre programme de mentorat, c'est que c'est pour tous les niveaux. Donc, même une femme qui est CFO, qui est vice-présidente exécutive, etc., ben, elle n'est pas encore PDG et elle aimerait devenir PDG. Il y a de la place dans notre programme de mentorat et ce sont des personnes vraiment d'envergure qui offrent le mentorat, qui sont des mentors. Donc voilà, c'est de devenir membre, c'est de venir à nos événements, c'est de suivre des formations. Merci beaucoup, Caroline. Ce que tu nous as raconté, c'était très, très enrichissant. Longue vie à la gouvernance au féminin, en espérant que les gens vont pouvoir adhérer de plus en plus, puis qu'on puisse faire fi de nos voisins du Oui, Sud. Alors, c'est merci important. beaucoup. Et Merci, merci à toi, Caroline. Mylène.